3, ça semble marcher. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Fille Expat. Ouais, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne me suis pas installée derrière ce micro. 3 mois exactement, je pense. 3 mois pendant lesquels il s'est passé énormément de choses. J'ai eu la chance de profiter d'un mois de vacances en famille, de retrouver mes proches, de reprendre mon souffle, de découvrir la Savoie que j'ai adorée. Et ensuite, il fallait que je reparte en mer pour 2 nouveaux mois à bord de ce navire de croisière que j'adore tant. Et comme à chaque fois que je prends le micro après une longue absence, je me suis posé cette question: qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vous raconter ? Je vous ai aussi posé la question sur Instagram: est-ce que vous voulez l'interview d'une nouvelle invitée, ancienne invitée, ou est-ce que vous voulez que je vous raconte ma vie en solo ? Et 85% ont voté que je prenne le micro solo. Donc déjà merci pour vos votes. Et pour toutes celles et ceux qui ont voté l'interview d'une nouvelle invitée, je vous promets, ce sera le prochain épisode. Alors aujourd'hui, je pourrais vous parler des escales, des paysages incroyables, des couchers de soleil sur l'océan, des villes que j'ai découvertes et redécouvertes, tout ce que j'ai mangé. Je pourrais vous raconter le rythme intense de la vie à bord, les journées qui s'enchaînent sans vraiment se ressembler. Mais en vrai, plus je réfléchissais à cet épisode et plus je me rendais compte que ce n'était pas ce que j'avais le plus retenu de ces dernières semaines. C'est pas ce qui m'a le plus marqué. Lors de ce contrat, donc c'est mon 3e contrat que je fais en mer, et ce qui m'a vraiment le plus touchée, ce sont pas les destinations, c'était vraiment les histoires humaines que j'ai pu voir en mer. Parce que en vrai, derrière chaque uniforme, chaque sourire que les passagers croisent dans les couloirs du navire, dans les restaurants, y a une histoire. Des histoires de femmes et d'hommes qui travaillent loin de chez eux, parfois pendant 8 ou 9 mois d'affilée. Des personnes qui continuent de vivre, d'aimer, de devenir parents, de perdre des proches, de recevoir des appels qui bouleversent leur existence. Et pourtant, ils continuent à accueillir les passagers avec le sourire. Alors aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de vous raconter. Je suis déjà émotive parce que je sais ce qui va suivre. Et vous allez voir, il y a des histoires, elles sont belles, d'autres qui sont un petit peu plus bouleversantes. Mais en tout cas, elles sont toutes vraies. Tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, comme toutes les interviews que j'ai publiées dans le podcast de Fille Expat, c'est des histoires vraies. Mais dans cet épisode, j'ai envie de préserver la vie privée des personnes dont je vais vous parler. Donc j'ai volontairement modifié tous les prénoms. J'ai modifié toutes les fonctions qu'elles avaient à bord et quelques détails des histoires. Pas forcément les détails, c'est pas vrai. Vraiment, les histoires, elles sont réelles. Parce qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est pas de raconter de la vie de quelqu'un en particulier, mais c'est surtout de faire découvrir une réalité que je pense peu de personnes connaissent. Parce que je pense qu'on n'a pas tous autour de soi quelqu'un qui travaille sur un bateau. Alors voilà. Installez-vous confortablement et bienvenue dans les coulisses de la vie en mer. Alors comme vous le savez peut-être, je pense l'avoir déjà partagé, quand j'ai décidé de travailler sur un navire de croisière, j'avais en tête ce que beaucoup de gens imaginent. J'avais envie de voyager, j'avais envie de découvrir des pays, voir des paysages fous. J'avais envie de rencontrer des personnes venues du monde entier. Et je vais pas vous mentir, tout ça est vrai. J'ai eu la chance de découvrir des endroits dont je rêvais depuis des années, comme le Svalbard, l'Antarctique, le Groenland, même récemment la Micronésie qui m'a totalement marquée. J'ai vu des levées de soleil en pleine mer incroyables, même d'ailleurs au niveau de la Nouvelle-Zélande, du Japon. J'ai vu des glaciers immenses, parfois plus grands que le navire. J'ai redécouvert des villes magnifiques en Croatie, par exemple. J'ai vu des animaux que j'aurais jamais pu observer dans des habitats naturels, en fait. C'était dingue. Mais il y a une réalité derrière tout ça, et c'est celle que j'avais pas vraiment envisagée avant d'embarquer. Parce que lorsqu'on monte dans un navire et qu'il navigue, on quitte la Terre. Mais la Terre, elle continue de tourner. Hein. Surprise! Et pendant que nous naviguons au milieu des océans, la vie continue pour nos familles, nos amis et toutes les personnes que nous aimons. Et ça, j'en avais déjà pleinement conscience, parce que ça fait quand même plus de 10 ans que je vis à l'étranger. Je sais ce que ça signifie d'être loin de ceux qu'on aime, je sais ce que c'est de manquer un anniversaire, un mariage ou même un enterrement. Tous ces moments importants dans la vie de nos proches. Mais travailler en mer ajoute une toute autre dimension à cet éloignement. Parce que là, maintenant, on a un milliers de kilomètres de chez soi. On a un décalage horaire. Ça, je l'ai toujours vécu. Et il faut composer avec une connexion Internet très capricieuse. Donc, on n'a pas toujours accès à la communication. On a un nombre limité d'heures qu'on peut aller sur Internet. Et on a surtout l'impossibilité de simplement réserver un billet de train, de prendre sa voiture ou de monter dans le premier avion pour rentrer. Et pour beaucoup de membres d'équipage, la réalité est encore plus difficile. Parce que la plupart, ils viennent de pays où le salaire, il permet de faire vivre toute une famille. S'il y a une urgence qui survient, rentrer auprès de leur prof
rentrer auprès de leurs proches est parfois possible, mais parfois, cela signifie aussi que interrompre leur contrat, c'est plus envoyer d'argent à tous ceux qui comptent pour eux. Ils doivent donc faire un choix qui est franchement, qu'ils ne devraient pas faire en fait. C'est soit ils vont être physiquement présents auprès de leur famille, ou soit ils vont continuer à l'être financièrement. Voilà la décision qu'ils ont dû tous prendre. Et c'est probablement la réalité qui m'a le plus bouleversée durant ce contrat, et depuis que je travaille en mer. Parce que dans cet épisode, comme je l'ai dit, je vous parlerai donc pas de nos heures de travail à rallonge, du fait qu'on partage une cabine, du fait qu'on travaille avec des nationalités des 4 coins du monde. Je crois que je vous ai déjà partagé tout ça dans les précédents épisodes. Je vais vous raconter 2 histoires. Un certain mardi ou mercredi, je vous avoue qu'en vrai, on ne sait jamais quel jour on est, pendant que le navire poursuivait sa navigation vers l'Algérie, Poutou, l'un des cabines stewards, il déjeunait tranquillement avec ses collègues lorsqu'il a reçu un appel de son fils. Sa femme, elle venait d'être hospitalisée dans un état critique. Et le pronostic vital, il était engagé. Vous imaginez bien que pour lui, c'était une évidence. Il n'y a pas une minute à perdre, il faut organiser son débarquement d'urgence. Et ce qui m'a vraiment profondément marqué, c'est pas seulement son départ précipité, mais c'est la réaction de tout l'équipage. En quelques minutes, des collègues de tous les services se sont réunis pour organiser une collecte d'argent. Parce que chacun donnait ce qu'il pouvait. 10 euros, 20 euros, 50 euros. Mais moi, j'étais là, mais je donne combien, en fait? Je sais pas. Parce qu'en vrai, tout le monde savait. Enfin, en tout cas, moi, j'en avais pas conscience, mais je l'ai compris. Enfin, j'en avais pas conscience, mais je l'ai compris. C'est parce qu'une fois qu'il rentrait chez lui, Poutou, il allait devoir s'occuper de sa femme, de ses enfants, mais il aurait plus de salaire. Et donc, chaque jour sans salaire, ça aurait un impact sur toute sa famille. Et ça m'a touchée. Quelques jours plus tard, pendant que le navire poursuivait sa navigation vers la Sicile, une autre nouvelle est arrivée. Cette fois, c'était une bonne nouvelle. Chris, l'un des commis de cuisine, il venait de devenir papa d'une petite fille. Je me souviens encore de son immense sourire lorsqu'il nous a montré les premières photos de Fiona, elle s'appelle. Il était si fier, si heureux. Il était ému aussi. Mais derrière son sourire, il y avait aussi une immense tristesse. Il n'a pas assisté à la naissance de son premier enfant, quand même. Il l'avait que rencontré derrière un écran. Alors moi, je lui ai dit, tu peux être fier de toi, de ce que tu fais, d'être là pour subvenir aux besoins de ta famille. Tu peux vraiment être fier. Mais au fond de moi, je me disais, mais qu'est-ce que mes mots, ils valent, en fait? Je sais pas ce que c'est, moi, de rater un moment aussi précieux dans la vie d'un homme, ou même d'une femme. Et puis quand il rentrera chez lui, sa petite fille, elle aura déjà plusieurs mois, elle aura déjà grandi. Il n'aura jamais la chance de pouvoir la prendre dans ses bras quand elle est toute petite. Quelques jours après cette naissance, et pendant que le navire poursuivait sa navigation vers la Turquie, Paolo, 31 ans, c'est l'un de ses collègues, il travaille côte à côte. Il a appris le décès de sa maman. Non mais sérieux, perdre sa maman à 31 ans. Je me souviens du silence, des regards. Faut que j'arrête de pleurer. Cet épisode, il me rend tellement émue. Il y avait vraiment une sensation étrange. Et pendant qu'on était tous là, à continuer notre journée, sa vie à lui, elle venait de bousculer en fait. Et il était là, il peut pas rentrer. Parce que s'il rentre, qui c'est qui paye l'enterrement? Qui c'est qui va payer tous les frais? Souvent, dans les familles, il n'y a qu'une personne qui travaille à bord. Ils sont pas plusieurs. Donc vraiment, c'est important pour eux. Et lui, le navire, il continue d'avancer, en fait. Ensuite, il y a eu l'histoire de Philippe. Alors, si j'ai pleuré déjà, si j'ai déjà les larmes aux yeux pour les autres, celle-ci, je pense que c'est celle qui m'a le plus bouleversée. Je reprends ma respiration. Imaginez la scène. Vous êtes au travail. Vous apprenez qu'un violent tremblement de terre vient de frapper votre pays. Pas résister au puissant séisme 7,8 sur l'échelle de Richter. C'est d'une magnitude bien supérieure à celle qu'a générée la bombe atomique d'Hiroshima. Votre femme est sur place, vos 2 jeunes enfants aussi, votre maison également. Vous prenez votre téléphone, vous appelez, personne ne répond. Vous réessayez encore et encore. Mais en fait, le réseau, il est coupé. Impossible de les joindre. Et comme ça, pendant 24 heures, Philippe, il est resté sans aucune nouvelle. Il ne savait pas si sa famille était en vie. Il ne savait pas si sa maison existait encore. Et pourtant, il s'est levé, il a mis son uniforme et il a continué son service. Et continue à accueillir les passagers avec le sourire. Je pense que ce jour-là, j'ai compris une chose. Moi, j'avais choisi cette vie parce que j'ai envie de découvrir le monde. J'ai envie de me sentir libre. Mais pour eux, en fait, ce choix, c'est celui de faire vivre sa famille. Eux, leur salaire, c'est pas pour réaliser un rêve. C'est pour payer des études aux enfants, c'est pour nourrir leurs parents, c'est pour construire une maison, c'est de financer des soins médicaux.
Mais lorsqu'il y a une catastrophe qui survit comme ça, rentrer auprès des siens, pour eux, c'est impossible. Parce que s'ils arrêtent de travailler, ils ne peuvent plus envoyer d'argent. Donc si la maison elle est détruite, comment il va la reconstruire s'il ne travaille pas? Et je pense que vraiment ça, c'est un choix que personne ne devrait faire en fait. Est-ce que je dois être physiquement présent ou est-ce que je dois continuer à l'être financièrement? Et il y a une dernière histoire. Alors là, c'est une histoire vraiment très différente. Et cette histoire, elle est venue frapper à ma porte. On va l'appeler Sophia. Elle avait un peu plus de 20 ans. Elle m'a autorisée à partager son histoire, bien évidemment. Je rappelle que j'ai modifié tous les prénoms et le contexte de l'histoire. D'ailleurs, c'est même pas arrivé sur ce navire-là, c'était arrivé lors de mon précédent contrat, sauf que j'avais fait le choix de pas vous en parler parce que ça me concernait pas et que... vous allez voir, c'est très privé. Bref, Sophia, elle venait tout juste de terminer ses études et elle découvrait la vie en mer. Elle était toujours souriante, toujours pleine d'énergie. Bref, j'adorais ce petit morceau de femme. Quelques semaines après son embarquement, elle est tombée amoureuse d'un collègue. Ils étaient trop mignons. Comme souvent à bord, tout va très vite. On travaille ensemble, on mange ensemble, on vit ensemble. Alors les liens, je vous avoue, ils se créent très rapidement. Que ce soit des liens amoureux ou amicaux, mais c'est vraiment intense. Et un jour, Sophia, elle vient frapper à ma porte. Elle est paniquée. Elle me dit « Kelly, ça fait 2 semaines que j'ai pas eu mes règles et je suis jamais en retard. » Donc, vous imaginez bien que ma réponse, elle a été évidente. Je lui ai dit « Écoute, au prochain port, viens, on sort et on va aller trouver une pharmacie, on va acheter un test de grossesse. » Et c'est pas moi qui l'ai accompagné, c'est son compagnon. Et ça m'a trop touchée d'ailleurs dans leur histoire. J'ai adoré comme ils ont affronté cette situation ensemble. Et là, le résultat, il est tombé. Le test était positif. Enfin, même les tests étaient positifs parce que elle a voulu en faire plusieurs pour être sûre que c'était une réalité. Et tous les deux, ils ont très rapidement compris qu'ils n'étaient pas prêts à devenir parents. C'était pas dans les plans en tout cas. Et à partir de ce moment-là, une multitude de questions se sont imposées à eux. Comment ça se passe quand tu travailles sur un bateau de navire et que tu tombes enceinte? Est-ce que je suis prise en charge à la prochaine escale? Est-ce qu'il faut que je rentre? Qui décide? Vers qui on se tourne? Puis ils n'ont pas envie de se séparer. Mais là, les semaines sont comptées. Je me suis sentie complètement démunie parce qu'elle me posait des questions sur l'avortement et je n'y connaissais absolument rien. J'avais aucune réponse. Parce que je vous avoue que moi, autour de moi, mes amis, ils ont toujours parlé de grossesse, de maternité, de comment tomber... Enfin, je peux parler des process d'aide pour tomber enceinte, mais l'avortement, ça, je vous avoue que c'est quelque chose, l'interruption volontaire de grossesse, je n'y connaissais absolument rien. J'en avais jamais entendu parler. J'ai jamais écouté de podcast à ce sujet. Alors, j'ai fait comme on aurait tous fait, Internet. J'ai commencé à chercher des informations pour essayer de les aider. Mais finalement, ils ont décidé, je pense qu'ils ont pris une décision très sage, c'est qu'ils ont décidé d'aller vers le médecin à bord, en fait. Parce qu'au final, c'est lui le professionnel. Il est là pour nous apporter des réponses, pour nous accompagner. Et donc, il leur a expliqué la démarche à suivre. Elle est très simple. Pour des raisons médicales, et parce que chaque situation est différente, il faut débarquer. Il va falloir débarquer. Il faut qu'elle puisse être prise en charge à terre. Et donc là, elle a moins de 24 heures pour faire sa valise, prévenir sa famille et quitter le navire. Et au-delà de ça, maintenant, elle doit dire au revoir à l'homme avec qui elle imaginait encore quelques heures plus tôt terminer son contrat, passer encore des mois ensemble. Elle m'a tellement touchée, son histoire. Et j'ose même pas imaginer à quel point elle a dû la toucher aussi. Pas parce qu'elle parle d'avortement, mais parce qu'elle m'a fait réaliser à quel point je ne connaissais rien à cette réalité. On entend souvent parler d'IVG dans les médias ou dans les débats de société, mais on parle beaucoup moins de ce que cela représente concrètement pour une femme qui travaille à plusieurs milliers de kilomètres de chez elle, par exemple. Bien évidemment, aujourd'hui, je suis pas là pour dire ce qui est bien ou mal, pour ou contre. Je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Chacun a sa propre histoire et ses propres décisions. Mais je voulais simplement rappeler qu'avant les débats, il y a aussi des êtres humains, des femmes qui traversent des moments extrêmement difficiles, des hommes qui les accompagnent comme ils le peuvent, je l'espère en tout cas, et des histoires que l'on ne voit jamais depuis le pont d'un navire. Et au-delà de leur histoire, j'aimerais quand même prendre quelques minutes pour parler du process d'IVG. Parce que moi, à l'époque, j'y connaissais rien. Maintenant, je dis pas que j'y connais parfaitement, mais en tout cas, Sophia et moi, on est restés en contact. Et j'ai pu suivre un peu les différentes étapes. Et c'est ça qu'elle et moi, parce que j'ai demandé son autorisation, bien évidemment, qu'on aimerait vous partager. Parce qu'on se dit, si un jour, vous avez une amie qui vient frapper à votre porte, peut-être que ces quelques petites informations peuvent vous être utiles. Donc, je vais juste prendre quelques minutes. Parce que c'est vrai que je trouve qu'on en parle peut-être pas assez. Ou en tout cas... pas techniquement qu'est-ce qui se passe. Parce que moi, jusqu'à maintenant, honnêtement, je sais pas toi, mais moi, je pensais que tu prends un médicament et c'est réglé, en fait, genre la pilule du lendemain, sauf que bien évidemment, quand c'est beaucoup plus tard, je sais qu'on peut pas utiliser la pilule du lendemain, mais je me disais, oui, on peut aller consulter un docteur, confirmer la grossesse, et ensuite, on nous donne un médicament et c'est réglé. Eh ben non, c'est pas du tout ça. En réalité, c'est un parcours médical, c'est des consultations, c'est un accompagnement et un suivi. Bien évidemment, dans chaque pays, ça va être différent. Donc moi, je vais vous parler de la France aujourd'hui.
Et je vais vous parler de ce qui était vrai au moment où j'enregistre cet épisode. Donc à vérifier, hein, bien évidemment, au moment T, ou si un jour vous avez besoin de ces informations. Mais en gros, il existe principalement 2 méthodes. Et apparemment, il n'y a plus ce délai de rétraction. Par exemple, c'est pas une consultation, on attend 7 jours et ensuite on confirme. En tout cas, en France, c'est comme ça. Donc les 2 méthodes, il y a la première IVG effectivement médicamenteuse, mais c'est pas juste on prend un médicament, on rentre chez soi et c'est réglé. Parce qu'en fait, elle consiste à prendre plusieurs médicaments. Donc par exemple, si elle serait rentrée, elle aurait dû aller le lundi prendre certains médicaments. Et ensuite, elle aurait dû revenir, je crois qu'elle m'a dit 2 jours après, donc on va dire le mercredi, reprendre ce dernier médicament. Et là, donc, on se fait hospitaliser. Et on va expérimenter des contractions, en fait. On peut même être mis sous morphine si les douleurs, elles sont trop intenses. Bref, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça, en fait. Et honnêtement, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus douloureux et intense que ce que j'avais envisagé, en tout cas. Et le second process d'IVG, c'est l'IVG instrumentale, qui est aussi appelée l'IVG chirurgicale. Donc là, c'est une chirurgie. Donc elle est réalisée dans un hôpital, sous anesthésie locale ou générale, selon les situations. Et le choix de la patiente, bien évidemment. Et c'est un process d'aspiration du contenu de l'utérus. Donc là, ensuite, s'en suivent quelques saignements. Et voilà. Donc l'histoire de Sophia m'a vraiment fait réaliser que derrière un mot que l'on entend souvent dans l'actualité, il existe vraiment une réalité médicale, en fait, humaine et émotionnelle, et que je ne connaissais vraiment pas. Et lorsqu'on travaille en mer, en plus, à des milliers de kilomètres chez soi, avec des contraintes de temps, de déplacement et de prise en charge, je trouve que ça devient encore plus complexe. Puis en quittant le navire, Sophia, elle ne savait même pas encore si elle remonterait à bord. Est-ce qu'elle reverrait son chéri? Quelques heures plus tôt, elle imaginait terminer son contrat comme prévu, et puis en l'espace d'une journée, tout a changé. Je crois aussi que c'est ce qui caractérise la vie en mer, en fait. On planifie des mois d'avance, on se dit de telle date à telle date, voilà, et puis finalement, non. On imagine les prochaines escales, peut-être les rencontres qu'on va faire, les paysages qu'on va découvrir, les apérols spritz qu'on va pouvoir boire, et parfois, il suffit juste d'un seul événement pour que tous les plans s'effondrent, en fait. Et d'ailleurs, je pensais pas que quelques semaines plus tard, ça sera à mon tour de l'apprendre. Déjà 2 mois que je suis en mer. On est parti des îles Canaries. Et nous voilà maintenant en Grèce. Je découvre ces îles magnifiques que je ne connaissais pas, ces rues, ces maisons si blanches. Franchement, j'ai adoré. J'ai même mangé déjà plusieurs gyros. Je crois que je le prononce mal d'ailleurs, mais qu'est-ce que c'est bon. Et un jour, on est sur l'île de Patmos. Et j'ai qu'une envie après mon service, c'est d'aller enfiler mon maillot de bain et d'aller me rafraîchir. Si seulement quelqu'un aurait pu me dire ce jour-là, attention Kelly, cette simple plage de Calais, elle va mettre terme à ton contrat en fait, avec 2 mois d'avance. Dans ma tête, j'allais juste vivre un moment digne d'une carte postale grecque. Dans la réalité, j'allais surtout découvrir un orteil, à quel point un orteil peut complètement changer un programme. Et ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que quelques jours plus tôt, on était au Monténégro, et j'avais envisagé d'acheter des chaussures d'eau, parce que je savais très bien qu'en Grèce, c'est beaucoup de plages de galets. Et elle coûtait 20 €. Et je me suis dit, attends, non, mais c'est bon, quoi, au Décathlon, ça coûte pas aussi cher, donc tu sais quoi, j'attendrai. Et j'ai voulu attendre, en fait, ouais, quelle erreur. Parce que ce jour-là, j'aurais dû en avoir. Je suis rentrée tellement doucement dans cette eau, parce que moi, je suis un peu... marcher sur des galets, c'est pas mon kiff, quoi. Donc, je rentrais vraiment très doucement. Et là, malgré tout, je sens que mon pied, il tape contre un caillou. Et j'ai trop mal, mais vraiment trop mal. Et je sais que parfois, je peux être une douillette, mais là, je sens bien que ça va pas. Et pendant presque 1 heure, j'ai mon 2e orteil, c'est pas le gros, c'est le 2e. Il s'arrête pas de saigner. Mais je me dis, c'est bon, t'inquiète, c'est bon, c'est qu'une petite plaie, ça va être un hématome, mais ça va passer, quoi. C'est comme quand on se tape le petit doigt de pied dans le coin d'un meuble. Je me dis, c'est pareil. Et voilà, je continue ma petite baignade, même si j'ai très mal, et ensuite, je retourne sur le bateau en boitant un peu. Et le soir-là, d'ailleurs, je vais même travailler. Alors, j'ai mal, hein. Mais je sais qu'on a un anniversaire à gérer d'un groupe de Danois, un Danois qui fête ses 60 ans et qui a ramené une trentaine de membres de sa famille avec lui. C'est la première fois d'ailleurs que j'expérimentais ça en terrasse. Et heureusement, mes collègues à qui j'ai partagé ce qui m'était arrivé, ils m'ont dit, écoute, toi, tu resteras dans la section la plus petite, comme ça, tu feras le moins de pas possible, et nous, on gérera la terrasse. Parce que tout le monde veut manger en terrasse, bien évidemment, il fait beau, le soleil se couche, etc. La nuit, j'arrive quand même à bien dormir. J'appréhendais ce moment où j'allais me coucher, et finalement, j'ai bien dormi. Le lendemain matin, je vais faire mon service du petit-déj, mais j'ai vraiment trop mal, vraiment. Donc là, je me dis, bon, il faut que tu ailles voir le doc, il va te filer peut-être une crème pour calmer la douleur, peut-être même te donner un jour off, histoire de poser un peu le pied. Mais bon, il fait plus que ça, hein. Il me dit, écoute Kelly, on va faire une radio, on va quand même voir si c'est pas cassé. Parce que oui, il y a de quoi faire des radios à bord, ils ont plein d'instruments. C'est un vrai petit hôpital, en fait. Et là, le verdict, il tombe.
l'os de ma 3e phalange, il est vraiment bien cassé, quoi. À la radio, il y a aucun doute, il est bien cassé, même si j'essaye de négocier. Ah, t'es sûr que c'est pas un petit problème d'imagerie? Non, Kenny. Il est bien cassé. Et là, il me regarde dans les yeux et il se dit, bon, je vais devoir débarquer. Comme si pour lui, voilà, quoi, tu t'es pété le pied, tu débarques. Et franchement, je la comprends, sa décision, je la remets pas du tout en question. Mais en vrai, moi, j'ai pas envie que mon contrat, il se termine. Vraiment, j'ai pas envie. Enfin, je kiffe les destinations, je kiffe mes sorties, je kiffe mes collègues. Je vis une très belle histoire. J'ai pas envie de sortir, quoi. Mais en vrai, aujourd'hui, je me dis, écoute, avec du recul, il aurait pu m'arriver tellement pire que ça aurait pu être tellement pire. Là, c'est qu'un orteil. Mais ça n'empêche pas que quand je suis dans le taxi qui m'emmène à l'aéroport et que je vois le bateau s'éloigner, j'ai qu'une envie, mais c'est de pleurer, en fait. Je rentrerai pas dans tous les détails, mais j'ai l'impression de laisser tellement derrière moi. Je suis vraiment, dégoûtée. Et pourtant, j'ai la chance que tout est pris en main pour nous. Hein. J'ai une famille et des amis qui vont m'accueillir. Moi, il n'y a pas de si j'ai pas de salaire, j'ai toute une famille qui est dans la galère. Pas du tout. Hein. Ils m'accueillent tous les bras ouverts. Et puis, finalement, je vais pouvoir profiter de l'été, ou plutôt de la canicule, on va pas se mentir, en France. Parce que ça va faire au moins une 10aine d'années que j'ai pas mis un pied en Moselle en plein été. Ça n'empêche pas que cette vie en mer, c'est celle que j'ai choisie et je m'y sens bien. Alors, voir qu'un putain d'orteil m'empêche de vivre ça me gonfle. Surtout que là, aujourd'hui, j'arrive quand même à marcher normalement, on va dire. Pas sans douleur, mais ça va, c'est gérable. Mais en vrai, après vous avoir raconté toutes les histoires que je vous ai racontées, je me dis, mais en fait, meuf, t'as trop de la chance que ce soit juste une histoire d'orteil. Alors aujourd'hui, merci la vie. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. Et je vais être honnête, en préparant cet épisode, je me suis demandé quel est le point commun entre toutes ces histoires. Au départ, je pensais qu'elles n'avaient rien à voir les unes aux autres. Un mari qui apprend que sa femme est hospitalisée, un jeune papa qui découvre sa fille à travers un écran, etc. Puis moi qui pensais profiter d'une baignade en Grèce, non. En réalité, toutes ces histoires racontent la même chose. La vie ne nous demande jamais si c'est le bon moment. Elle continue d'avancer. Que l'on soit chez soi, à l'autre bout du monde, ou au milieu de l'océan. Et je crois que c'est ça que cette aventure en mer m'a appris. J'ai aussi envie qu'on se rappelle tous que derrière chaque uniforme, en mer ou ailleurs d'ailleurs, il y a une histoire que l'on ne soupçonne pas. Des rêves, des sacrifices, des familles, des blessures invisibles, des moments de joie, des moments de doute. Et pourtant, chaque matin, on se lève, on enfile notre uniforme, et en ce qui nous concerne en mer, on accueille les passagers avec le sourire. Je vous cache pas que lors de mon prochain contrat, je ne regarderai pas un membre d'équipage de la même manière. Maintenant, je me demanderai toujours qu'est-ce qui les attend à la maison. Ce qu'il a peut-être traversé avant de commencer son service. Et si toi, un jour, tu envisages de faire une croisière, tu montes dans un avion, dans un train ou dans un bus, peut-être prenez quelques secondes pour regarder les membres d'équipage autrement, ceux qui vous accueillent avec le sourire. Il y a peut-être une histoire que vous n'imaginez pas du tout. Voilà. Merci d'avoir pris le temps d'écouter celle que je pouvais vous raconter aujourd'hui, en tout cas, toutes ces histoires. Et si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Parce que je crois que le plus beau des voyages, ce ne sont pas seulement ceux qui nous font découvrir de nouveaux paysages, ce sont aussi ceux qui nous permettent de mieux comprendre les êtres humains. Puis peut-être comprendre la vie aussi. À très bientôt pour un nouvel épisode de Fille Expat. Je vous fais des bisous. Et puis encore une fois, n'oubliez pas, un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire, même si vous le faites pas souvent. Mais pour celles et ceux qui le font, un grand merci et hâte de vous lire. À très bientôt. Ciao, ciao.